Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 16 juillet et pour ouvrir le journal du jour, nous n'allons pas parler de la Coupe du Monde, elle n'existe plus, la France a été éliminée, ce n'est plus un sujet. Non, évidemment, je plaisante. Alors, je plaisante pas sur le fait qu'on va ouvrir sur un autre sujet, puisqu'on va parler de Michael Olise du côté du Real Madrid. On a une info de foot mercato qui mérite commentaire, mais on parlera bien évidemment de la Coupe du Monde, du match entre l'Angleterre et l'Argentine, et pour être totalement transparent avec vous, j'en fais pas le sujet d'ouverture, parce que je voulais pas titrer la vidéo là-dessus, étant donné qu'on en parlera très longuement cet après-midi sur la chaîne principale. C'est un match que j'ai apprécié, c'est un match qui à mon avis mérite bien des commentaires, donc c'est un match qui aura le droit à sa grosse vidéo débrief. On parlera également de Saliba et de son dos, un point que j'ai abordé hier justement dans ma petite vidéo bilan pour l'équipe de France. On a un peu plus d'infos et malheureusement c'est pas très réjouissant. On parlera d'une polémique sur Zidane, son salaire, mais vous allez le voir, en réalité il n'y a pas du tout de polémique à avoir sur le salaire de Zidane. Par contre, il y en a peut-être une sur l'organisation sportive du côté de la France. Et enfin, on terminera le journal avec un petit point mercato sur l'avenir de Mbaye. Est-ce qu'on dit Mbaye? Est-ce qu'on dit Baye? Vous savez que normalement, on dit N'Golo Kanté, Mbappé. Mais tous les Français ou presque disent Mbappé, N'Golo Kanté, et même de mon côté j'ai tendance à faire gaffe, j'essaye de dire N'Golo Kanté, mais pour Mbappé par exemple j'ai un peu de mal à m'y faire. Enfin bref, on parlera de Mbaye, le joueur du Paris Saint-Germain, où il y a une situation contractuelle qui est en suspens. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Michael Olise voudrait rejoindre le Real Madrid. Voilà une information qui changerait la donne dans ce dossier. Elle nous vient de Foot Mercato, c'est même une exclusivité du site français et bien évidemment, comme toutes les informations mercato, c'est à prendre avec des pincettes quand bien même c'est affirmé de manière très affirmative justement. Vous savez comment ça se passe les rumeurs mercato, la protection des sources quand on est journaliste, ça a une externalité positive quand on est journaliste mercato, c'est qu'on n'est pas obligé de dire que l'information elle vient de quelqu'un qui nous instrumentalise. Ça peut être un club, par exemple le Real Madrid a tout intérêt à dire que Michael Olise est ultra chaud pour les rejoindre puisque ça faciliterait le recrutement, mais ça peut également venir du clan du joueur, auquel cas l'information serait bel et bien réelle et ce serait un moyen de mettre une petite pression médiatique sur le Bayern Munich. En tout cas, il y a un truc qui ne fait absolument aucun doute, c'est que du côté du Real Madrid, on le veut Michael Olise, on est même prêt à aligner un très gros chèque pour lui et je dois vous avouer que de mon côté, même un montant de transfert aux alentours de 200 millions d'euros, ça m'étonnerait pas du tout dans un football où un mec comme Tonali, qui est quand même à des années-lumière de Michael Olise en termes de talent, qui évolue pas au même poste et qui évolue au milieu de terrain, donc à un poste moins bookable, vaut lui de son côté 108 millions d'euros. La valorisation officielle de Michael Olise, vous la voyez, c'est 150 millions d'euros, mais il a un contrat jusqu'en 2029. Le Bayern Munich est maître de ce dossier. Ils n'ont pas l'obligation de vendre le joueur financièrement, très loin de là. Finalement, pour moi, à la question est-ce que le Bayern Munich va céder, il n'y a qu'une chose qui rentre en ligne de compte. Est-ce que le Bayern Munich a envie de garder un joueur qui a réellement envie de partir si cette information s'avère véridique? C'est cette décision qui finalement va faire plier ou non le Bayern. Après, sur l'aspect financier, ça fera que correspondre ou non aux attentes du Bayern. Quitte à te dire que tu vas céder, que le joueur veut partir et que tu vas accepter son transfert, tu vas évidemment essayer d'en tirer le maximum possible. Donc à mon avis, plus de 200 millions d'euros, mais c'est une affaire qui est très loin d'être conclue. De toute façon, Michael Olise, je le redis, joueur absolument incroyable, générationnel. On a beaucoup parlé de sa Coupe du Monde, même si le dernier match était décevant. Revenons également sur sa saison au Bayern Munich, où il a des stats qui défient absolument toute comparaison. Il surnage dans tous les domaines, passe, tir, but, dribble, le tout avec une activité physique qui est bien au-dessus du lot, donc au Real Madrid ça aidera, même si c'est pas non plus un joueur qui ressort dans les stats, vous l'avez vu, mais si on compare à ceux du Real, ça va être dramatique parce que ça court pas beaucoup du côté de l'attaque du Real, et justement l'attaque du Real, il va falloir faire un petit peu de place, soit tu mets Michael Olise en tant qu'ailier, soit tu mets Michael Olise en tant que numéro 10, mais ça va faire une star de plus dans un effectif qui en compte déjà beaucoup. Ça veut pas dire que c'est un mauvais recrutement pour autant, c'est rarement une mauvaise idée de recruter Michael Olise, mais ça veut dire qu'il y a des questions d'équilibre qui se poseront du côté du Real Madrid, il y a des questions de gestion du vestiaire, il y a un José Mourinho qui va avoir du taf pour essayer de manager tous ces diamants. Mais encore une fois, c'est loin d'être fait, j'insiste.
Le football est un sport où Léo Messi gagne toujours à la fin, le football est un sport où l'Angleterre déçoit toujours à la fin. J'ai l'impression qu'on est sur deux vérités immuables, peu importe que Léo Messi ait désormais 39 ans et soit bon pour la maison de retraite, puisqu'il a toujours la capacité d'être un magicien absolument exceptionnel qui est le football incarné, et les Anglais, ils ont beau avoir une génération dorée, ils ont beau avoir changé de sélectionneur, tu te retrouves face à un naufrage total, une climatisation absolument historique, tout le monde se renvoie les responsabilités, mais une chose est sûre, Thomas Tuchel, il a fait un coaching de mec fatigué. Voici les compos qui étaient alignés pour ce 2-1 qui voit donc la qualification de l'Argentine grâce à 2 buts tardifs. La réussite argentine, elle est avant tout collective. Saluons McAllister, Enzo Fernandez, évidemment Léo Messi. Le premier a été omniprésent et amène indirectement l'égalisation. Le second est buteur et un vrai moteur positif côté apport de danger. Et puis le dernier, Messi, double passeur décisif, mais je ne cesserai de dire à quel point j'ai une admiration pour Messi parce que particulièrement dans la deuxième partie du match, il a été d'une influence surréaliste et j'en viens même à me poser une question ridicule. Messi, jusqu'à quel âge il va pouvoir jouer comme ça? Parce que physiquement, tu vois que il a des années, franchement, il a plus grand chose à perdre sur ses capacités physiques. C'est un mec qui marche déjà beaucoup sur le terrain, mais encore plus qu'à l'époque où il était jeune et on disait qu'il marchait énormément. Ça entache pas son football, ça entache pas sa qualité de GOAT ultime de ce sport, sa capacité à retourner les rencontres. Et franchement, je me dis que Messi, pour la prochaine Coupe du Monde, il pourrait être en fauteuil roulant et encore être un des meilleurs joueurs de la compétition. C'est juste surréaliste. Alors il a bien été aidé par les Anglais qui n'ont vraiment pas été au niveau. Ça sauçait énormément Bellingham. Bon ben moi je trouve qu'il passe à côté de sa rencontre comme Harry Kane et forcément partant de là t'es pas aidé. Le reste des Anglais ont plutôt été au niveau à une exception près, Thomas Tuchel. Moi j'adore ce coach mais alors là il est absolument indéfendable. J'aime pas trop la théorie comme quoi la défaite serait entièrement de son fait. Il faut pas déresponsabiliser certains de ses joueurs, mais son coaching est raté. D'un côté, on a Scaloni qui a fait des choix d'hommes intéressants, notamment avec Simeone dans un compo de départ. Tous ses coachings ont été plutôt pertinents. Et de l'autre, Thomas Tuchel qui a fait ses changements, la peur au ventre. C'était vraiment terrible pour l'Angleterre. C'est très loin d'être un braquage pour l'Argentine. J'ai été assez sévère sur le parcours argentin jusqu'à présent en disant que j'avais été jamais pleinement convaincu par cette équipe. Pour moi, c'était plus une équipe mauvaise herbe en mode t'es jamais impressionné, mais à la fin, ils gagnent toujours. Bon, ben là, j'ai été impressionné par l'Argentine. Faut le dire clairement, ce match a été sublime de la part des Argentins. Ils ont totalement annihilé l'Angleterre en seconde mi-temps. C'est une qualification en finale qui est amplement méritée. C'était une belle démonstration de football. C'était bien mieux que ce que la France a évidemment montré contre l'Espagne du côté de sa propre demi-finale. Donc, Espagne-Argentine pour la finale, c'est cohérent. Félicitations aux deux équipes. Saliba a-t-il flingué sa prochaine saison, voire plus pour la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France? En tout cas, son dos est fini. Ces mots, ce ne sont pas les miens. Ils sont rapportés par le journal L'Équipe et ce sont ceux du joueur. Et le journal s'interroge justement sur combien de mois il va manquer. Le pronostic qui vient justement d'Arsenal, de sources internes, ce serait aux alentours de 5 mois. C'est la moitié d'une saison, donc c'est absolument énorme pour Saliba, mais c'est encore pire que ça en réalité, parce que c'est 5 mois d'absence, mais quand tu reviens d'une telle blessure, avant de retrouver tes automatismes, ta pleine forme physique, mais également ta confiance, parce que t'as toujours un peu peur de te répéter, il te faut encore plus de temps que ça. Donc on peut dire que la saison prochaine de Saliba est quand même extrêmement compromise. Et moi j'ai un peu peur pour l'avenir de Saliba. Il y a énormément de comparaisons qui se font avec le genou de Samuel Umtiti, je sais pas si c'est pertinent, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que des blessures au dos, c'est parfois assez difficile de s'en remettre. T'as parfois beaucoup de rechutes, d'autant plus pour un joueur qui a un physique imposant comme Saliba. Donc ça se trouve, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore des maux de dos pour ce joueur qui est un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Donc ce serait absolument terrible si ça compromettait la suite de sa carrière à seulement 25 ans. Je lui souhaite un très bon rétablissement. J'espère que l'opération va bien se passer, mais surtout que derrière, la rééducation va être parfaite. J'ai peur pour son avenir, j'espère vraiment qu'il va nous donner tort et revenir plus fort que jamais. Courage à lui.
Zidane sera trop payé pour respecter les barèmes qui sont imposés à la Fédération française de football, mais attention, la news est relayée absolument partout, mais il y a une arnaque en réalité. Quand tu lis juste les titres, ça pourrait te donner l'impression que Zidane est incroyablement cupide et qu'il va saigner les caisses de l'équipe de France, mais le propre salaire actuel de Didier Deschamps n'aurait pas du tout passé ce barème, parce qu'en fait, le barème de 450 000 € par saison, il est ridicule. Deschamps, on en parlait en 2022 dans un journal L'Équipe, il touchait 3 millions d'euros par an. Alors certes, il y avait des extras, mais sur son salaire, la partie fixe, c'était au moins 2,5 millions d'euros par an, donc évidemment beaucoup plus que 450 000 €. La différence, c'est que le contrat de Didier Deschamps, il date, et que cette règle, elle, pour le coup, elle est récente. Mais par contre, ça met sur la table un vrai sujet qui est autrement plus problématique que la rémunération de Zidane, qui devrait finalement être relativement classique eu égard à son expérience et à la fonction qu'il va occuper. C'est le fait que tu vas forcément, que ce soit Zidane ou un autre, avoir un entraîneur qui va dépasser en salaire les 450 000 € par an. Donc tu vas forcément avoir besoin de la validation du ministère des Sports pour faire une exception. Donc ça veut dire en fait que pour chaque nomination de sélectionneur de l'équipe de France à l'avenir, il faudra que ce soit approuvé par le ministère des Sports. Alors on peut juger ça normal, on peut juger ça positif, on peut juger ça négatif, mais c'est un truc à avoir en compte. La Fédération française de football, désormais, doit rendre des comptes, même sur le choix de son sélectionneur. Dortmund ou Manchester City? En tout cas, tout le monde vient en renseignement pour Mbaye, le joueur du Paris Saint-Germain, extrêmement prometteur. On a des news qui nous annoncent que ces deux clubs sont venus aux infos, mais ce ne sont pas les seuls. Si du côté du Paris Saint-Germain, on espérait un prêt à une époque, désormais on semble résolu au fait que cette pépite va avoir un avenir loin du PSG. Il faut dire qu'il est valorisé d'ores et déjà à 30 millions d'euros, donc il a une très très grosse valorisation, et que si son contrat qui court jusqu'en 2028 permettrait théoriquement un prêt, on est quand même sur un joueur qui commence à avoir les dents qui rayent le parquet, qui a des ambitions sportives, et je dis pas ça en étant critique, c'est bien normal à cet âge-là. C'est un joueur qu'on a pas mal vu cette saison Mbaye, notamment au tout début de saison, on a des cadres offensifs qui ont été reposés, il a eu une belle visibilité, il a fait des performances qui ont été remarquées, d'où les prétendants d'une grande qualité. S'en est suivi une petite mise au placard avec une fin de saison où il est réapparu un petit peu, et c'est un joueur où je suis assez triste de le voir partir du Paris Saint-Germain, parce que Mbaye, il a un talent qui est absolument certain, il a un potentiel qui est connu, et si je ne rejette pas la faute sur le Paris Saint-Germain, c'est dur de faire de la place pour un jeune quand tu as des titulaires qui sont extrêmement bons, qui prennent beaucoup de temps de jeu. Je me dis quand même que c'est un dossier où je pense qu'on en reparlera dans quelques années et on se dira zut, il était au PSG et là il est en train d'exploser ailleurs et ça devient un joueur particulièrement important. Dans tous les cas, que ce soit Dortmund, que ce soit Leipzig, que ce soit Manchester City, je suis curieux de voir le choix de sa destination parce que les clubs que j'ai cités, ils sont quand même très différents, y compris sur l'assurance de temps de jeu. Ce serait bête de partir du PSG parce que tu veux jouer plus et d'aller du côté de Manchester City où là aussi tu auras une concurrence absolument monumentale. Terminé pour le journal du jour, vous l'avez compris, cet après-midi, il y aura le sujet sur le match entre l'Angleterre et l'Argentine, un format long, et je préfère vous prévenir, dispositif exceptionnel, je ne suis pas sûr de faire de journal demain matin, pas parce que je vais me la couler douce, mais parce que j'aimerais bien faire une vraie vidéo avant-match sur la finale. J'aimerais bien faire également une vraie vidéo avant-match concernant la petite finale, même si c'est pas le match qui me transcende le plus, on va pas se mentir. Et du coup, pour avoir le temps de tourner tout ça, peut-être que je tournerai durant la matinée pour vous sortir la vidéo d'analyse cet après-midi, la vidéo d'avant-match de la petite finale demain après-midi et la vidéo d'avant-match de la finale samedi après-midi si je me mélange pas les pinceaux dans les dates. Donc vous étonnez pas s'il n'y a pas de vidéo sur le journal TMF demain midi, c'est pas encore fixé à 100%, mais c'est une possibilité. Sur ce, je vous donne rendez-vous cet après-midi à 17h sur la chaîne principale. Salut!